L'histoire de WeWork est l'un des effondrements les plus dramatiques de l'histoire des affaires modernes. Une entreprise qui était autrefois évaluée à plus de 47 milliards de dollars à l'été de 2019 a vu sa valeur chuter de plus de 3/4 en quelques mois seulement. Elle est devenue un avertissement sur ce qui se passe lorsqu'une start-up reçoit un financement excessif sans surveillance adéquate, ce qui conduit à des dépenses imprudentes, un manque de rentabilité et une chute spectaculaire qui a stupéfié aussi bien les investisseurs que les employés. La rapidité avec laquelle la fortune de WeWork a changé a laissé beaucoup de gens se demander comment une entreprise aussi prometteuse avait pu se défaire si rapidement. Au cœur de cette saga se trouvait son cofondateur et ancien directeur général, Adam Neumann. Entrepreneur israélien, il a déménagé à New York pour ses études après avoir servi dans la marine israélienne. Neumann a tenté diverses aventures avant de lancer WeWork en 2010. Son idée initiale lui est venue lors d'une conversation avec son propriétaire à propos de la subdivision d'espaces de bureaux à Brooklyn. En s'associant avec l'architecte Miguel McKelvey, ils ont lancé un concept d'espace de travail partagé appelé Green Desk, qu'ils ont ensuite vendu avant de fonder WeWork. Le timing pour l'entrée de WeWork sur le marché des espaces de coworking n'aurait pas pu être meilleur. Après la crise financière de 2008, New York était rempli de propriétaires commerciaux luttant contre de forts taux de vacances. WeWork s'est présenté comme une solution, offrant des espaces de bureaux flexibles pour un nombre croissant d'entrepreneurs et de freelancers. Son premier emplacement sur Grand Street à Manhattan a rapidement attiré l'attention et, en moins d'un an, l'entreprise avait doublé de taille. À partir de là, la croissance a été exponentielle. En 2015, WeWork avait considérablement élargi ses opérations, comptant 23 000 membres payants répartis sur 32 sites. La valorisation de l'entreprise avait grimpé à 10 milliards de dollars. Les abonnements commençaient à partir de 45 dollars par mois et l'entreprise se présentait comme plus qu'un simple service de location de bureaux. C'était une communauté, un mouvement, voire un changement culturel. Les employés et les membres embrassaient le style de vie WeWork et la grande vision de Neumann alimentait un enthousiasme presque sectaire autour de la marque. La rapide ascension de WeWork attira un afflux d'investissements de grand soutien, y compris la société de capital risque Benchmark. Cependant, le tournant arriva en 2017, lorsque SoftBank, dirigé par le milliardaire Masayoshi Son, fit un investissement massif dans l'entreprise. Le conglomérat japonais éjecta 8 milliards de dollars dans WeWork, propulsant sa valorisation à 20 milliards de dollars. Avec le soutien de SoftBank, Neumann fut encouragé à penser encore plus grand. WeWork se lança dans une expansion mondiale rapide, signant des baux à long terme pour d'immenses espaces de bureaux dans des villes du monde entier. En 2019, SoftBank avait envisagé d'investir 16 milliards de dollars supplémentaires dans WeWork, ce qui lui aurait permis de détenir une participation de contrôle. Cependant, ce plan fut réduit à seulement 2 milliards de dollars. Malgré cela, la valorisation de l'entreprise doubla à nouveau, atteignant un impressionnant 47 milliards de dollars, la plaçant parmi les startups les plus précieuses de l'histoire, surpassant des géants bien connus comme Airbnb, Stripe et SpaceX. Mais les chiffres derrière le succès de WeWork ne collaient pas. Des concurrents comme EDFG, anciennement connus sous le nom de Regus, exploitaient un modèle d'affaires similaire, mais étaient cotés à une fraction de la valorisation de WeWork tout en restant rentables. Les investisseurs commencèrent à se demander ce qui rendait exactement WeWork si précieux. La réalité était que les fondamentaux commerciaux de WeWork étaient profondément défectueux. L'entreprise brûlait de l'argent à un rythme insoutenable, s'étendant de manière imprudente sans jamais générer de profit. Ses pertes étaient colossales. Au cours des 6 premiers mois de 2019, l'entreprise avait perdu 690 millions de dollars. Au cours des 3 années précédentes, les pertes totales s'élevaient à près de 3 milliards de dollars. Pendant ce temps, WeWork faisait des investissements étranges, investissant dans des ventures très éloignées de son activité principale, y compris une entreprise de piscines à vagues intérieures et une école primaire. Le coup fatal arriva en août de 2019 lorsque WeWork annonça ses projets de devenir une entreprise publique. Pour la première fois, les investisseurs
eurent la possibilité d'examiner en détail les finances de l'entreprise et ce qu'ils trouvèrent était profondément inquiétant. Parmi les nombreux signaux d'alerte figurait une révélation selon laquelle Adam Neumann avait personnellement déposé la marque du mot oui et l'avait revendu à sa propre entreprise pour 5 900 000 $. Cela souleva de sérieuses inquiétudes concernant la gouvernance d'entreprise et l'intégrité du leadership. Presque du jour au lendemain, la confiance des investisseurs s'évapora. Au départ, les analystes prédisaient que la valorisation de WeWork pourrait tomber à 2 milliards de dollars. D'autres spéculaient qu'elle pourrait descendre aussi bas que 10 milliards de dollars. L'introduction en bourse fut reportée indéfiniment le 17 septembre, et seulement une semaine plus tard, Adam Neumann fut contraint de démissionner. Lors d'un vote du conseil, il vota même contre lui-même, reconnaissant que sa présence était devenue une distraction. Son départ fut suivi de mesures de réduction des coûts drastiques, y compris la vente du jet privé de 60 millions de dollars de l'entreprise, la fermeture de son école primaire et des plans pour licencier des milliers d'employés. Cependant, l'entreprise se retrouva rapidement dans une crise encore plus profonde. Des rapports émergèrent selon lesquels WeWork pourrait se retrouver à court de liquidités dès le mois suivant. La situation était si grave qu'elle ne pouvait même pas se permettre de payer les indemnités de licenciement à ces milliers de travailleurs licenciés. Pendant ce temps, les nouveaux co-directeurs généraux, Sebastian Gunningham et Artie Mason, réussirent à obtenir des accords de départ multimillionnaires pour eux-mêmes, alimentant encore plus l'indignation. Finalement, le plus grand investisseur de WeWork, SoftBank, intervint avec un sauvetage de 9 milliards 500 millions de dollars. La start-up, autrefois valorisée à près de 50 milliards de dollars seulement quelques mois plus tôt, ne valait plus moins de 8 milliards de dollars. Les conséquences de l'effondrement de WeWork laissèrent les employés désillusionnés, les investisseurs brûlés et l'industrie technologique secouée. De nombreux anciens employés estimèrent avoir été trompés, croyant faire partie d'un mouvement révolutionnaire, pour se retrouver victimes d'une entreprise qui avait grand envie de retrouver sans discipline ni durabilité. Le fiasco WeWork a servi de leçon pour le monde des startups. Il a mis en évidence les dangers de l'ambition incontrôlée, du financement excessif et du manque de surveillance. L'idée d'une croissance rapide à tout prix, alimentée par de l'argent facile, avait enfin rencontré ses limites. Les investisseurs sont devenus plus prudents, remettant en question les évaluations et exigeant des fondamentaux commerciaux plus solides. L'époque où la dunge était des milliards sur des entreprises aux grandes visions, mais sans chemin clair vers la rentabilité semblait toucher à sa fin. L'histoire de WeWork n'est pas unique dans l'histoire des affaires. Il y a eu d'autres moments où des entreprises dominantes sont soudainement effondrées, remplacées par des concurrents mieux gérées. Au début du commerce électronique, eBay était 10 fois plus grand qu'Amazon, mais aujourd'hui, Amazon est 50 fois la taille des. MySpace était autrefois le réseau social dominant avant d'être complètement dépassé par Facebook. Le même changement peut se produire dans n'importe quel secteur, et dans le cas de WeWork, c'était un exemple parfait de la façon dont le premier arrivé ne gagne pas toujours. En regardant en arrière, il est clair que WeWork était à la fois une anomalie et un symbole parfait d'une époque définie par l'ambition incontrôlée et le capital illimité. La promesse de changer la manière dont les gens travaillaient était convaincante, mais l'exécution était profondément défectueuse. Alors que la poussière retombe, la question demeure. WeWork se remettra-t-elle un jour ou deviendra-t-elle un vestige d'une époque où les investisseurs étaient prêts à parier sur des rêves, quel qu'en soit le coût,